Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du mardi 2 au vendredi 5 avril, c'est maintenant. Les Floralies internationales, la Flamme olympique ou encore le Vendée Globe, la saison touristique a été lancée officiellement au Vendée Espace. Les professionnels du secteur misent tout sur l'année 2024 et ces événements mondiaux qui vont attirer le public. Les Floralies commencent dès le 17 mai et la saison va s'étendre jusqu'en novembre avec le départ du 10e Vendée Globe. Le département s'attend donc à une année record. Les premières tendances de réservation pour l'année 2024 de façon générale sont plutôt bonnes. On s'attend, si tous les feux sont au vert, à avoir une année record en 2024, évidemment à cause du Vendée Globe, aussi à cause de la dynamique d'attractivité du département. Voilà, il va falloir bien accueillir ces touristes et donc on met aussi en place tout un tas d'actions, à la fois pour dans cet accueil, accueillir les saisonniers, parce qu'il n'y a pas de saison touristique réussie sans saisonniers, et puis faire en sorte que ces saisonniers-là, ils soient aussi des bons ambassadeurs de la Vendée. Et autres ambassadeurs de la Vendée, ce sont bien sûr nos produits régionaux. Nous l'avons vu cette semaine pour les pommes de terre de Noirmoutier, la saison de récolte a commencé en mars. Cet emblème de l'île est reconnu indication géographique protégée depuis 2020. 10 000 tonnes sont produites chaque année par 22 familles de producteurs. Il existe 4 variétés de cette pomme de terre de Noirmoutier. La coopérative a ouvert ses portes jeudi dernier et Simon Filippo nous y emmène. Malgré la météo du moment, la récolte a bien débuté pour la pomme de terre de Noirmoutier, un produit phare de l'île qui bénéficie d'un terroir bien particulier. Il y a une grosse partie qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on a hérité, c'est le territoire. Donc on a un terroir qui est absolument fabuleux. Donc on a des terres sableuses, plus ou moins selon les endroits limoneuses ou autres. On ramène du goémon. On essaye au maximum de les enrichir avec tout ce qui est amendement ou mettre des couverts végétaux. Et surtout, on a gardé les traditions. Donc les traditions de donc une pomme de terre qui doit rester à 90 jours, qui doit rester fondante. On compte 22 familles de producteurs sur l'île, une filière qui emploie 200 personnes et qui a sa propre coopérative pour envoyer la pomme de terre auprès des gourmands qui l'attendent toujours avec impatience, car son goût est inimitable. C'est une pomme de terre sucrée, légèrement fondante. C'est une pomme de terre primeur qui a un goût vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec la pomme de terre de conservation que l'on trouve plus tard en saison. C'est la première pomme de terre du printemps. C'est comme les premières asperges, les premières carottes primeurs. Donc c'est vraiment le plaisir dans l'assiette. C'est un goût très sucré, très fondant. Environ 10 000 tonnes sont produites chaque année. La quantité peut varier en fonction des maladies, notamment le mildiou, dont l'apparition peut être favorisée par les conditions météorologiques. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de phases végétatives avec l'humidité, et ce qui fait que les variétés sont donc plus sensibles. Voilà, et on peut perdre du volume. Et la troisième chose, c'est la qualité des plants. Donc on sait que les plants, ça devient de plus en plus difficile. L'offre se réduit. 4 espèces sont produites à Noirmoutier, la Syrthéma, la Bonote, la Iodea et la Mayowen. Cette dernière doit permettre d'assainir la terre pour mieux résister aux maladies. La récolte va s'étendre jusqu'à fin juillet. Vous avez donc encore le temps pour déguster des pommes de terre de l'île de Noirmoutier avec un peu de sel, lui aussi de Noirmoutier bien sûr. Et le samedi 4 mai, ce sera la fête de la Bonote sur l'île. Pour célébrer la récolte de cette variété, une journée est organisée pour la ramasser et la déguster. Les lauréats du prix spécifique ont été récompensés cette semaine. Porté par le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon, cet appel à projet permet aux porteurs d'idées innovantes de recevoir une contribution à hauteur de 22 000 € afin qu'elle soit concrétisée. 3 lauréats dans 3 catégories, la robotique, l'énergie et la mobilité du futur et le numérique. Depuis sa création en 2020, ce fonds permet de soutenir l'innovation locale et faire rayonner le territoire. Nous avons créé ce fonds spécifique en 2020, à la sortie du Covid, du premier confinement. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on booste un petit peu l'innovation sur ces sujets-là. Alors au départ, avec la Covid, c'était sur les distributeurs de gel, sur les masques, c'était de l'innovation. Bien évidemment, depuis l'origine, c'est toujours l'innovation. On veut vraiment booster l'innovation sur nos territoires vendéens.
L'usine Codilab s'agrandit et déménage. C'est une société du groupe italien Biopharma et elle est spécialisée dans la production de compléments alimentaires. Depuis 2002, Codilab était basée à l'Herbergement, mais comme la société prend de l'ampleur, de nouveaux locaux sont en construction à Montaigu-Vendée et la première pierre a été posée cette semaine. Une plus grosse usine pour répondre aux besoins du marché. L'usine sera dimensionnée pour accueillir 150 personnes et elle pourrait s'agrandir davantage. Le marché italien du complément alimentaire, lui, est 2 fois plus gros que le marché français. Et donc, le marché italien est plus mature, les acteurs sont plus gros, plus importants. Et il y a vraiment une volonté de la part du groupe italien de venir en France, qui est un marché en pleine croissance et en plein développement. D'où l'intérêt, en fait, de prévoir cette croissance et d'investir dès maintenant pour faire en sorte de pouvoir accompagner le marché, accompagner nos partenaires et être le vrai partenaire industriel de ces derniers. Pour favoriser l'accès au numérique pour tous, la première édition du NEC, le numérique en commun, s'est tenue ce jeudi à la CCI de La Roche-sur-Yon. De nombreux intervenants étaient présents, la CAF, France Travail, des associations et bien d'autres. Diane Delangle était sur place avec l'anthropologue qui a tenu une conférence sur le sujet. Je suis avec Pascal Plantard, professeur en anthropologie à l'Université de Rennes 2. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de donner une conférence sur l'accès au numérique. Quels étaient vos propos ? J'ai surtout travaillé à ouvrir la compréhension du public sur la notion d'éloignement du numérique. Un certain nombre de nos concitoyens, constitués à peu près aux alentours de 20%, sont éloignés de ces normes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être déconnectés, mais ils peuvent être connectés et ne pas savoir s'en servir. Ils peuvent être connectés et ne pas comprendre ce qui se passe sur le numérique. Et l'enjeu d'une journée comme aujourd'hui, c'est de développer des stratégies correctives qu'on va appeler de médiation numérique. Et ces médiations, est-ce qu'elles permettent réellement aux personnes éloignées de s'en approcher ? Alors absolument, à partir du moment où la médiation numérique n'est pas enfermée derrière cette idée de faire uniquement de la médiation technique, apprendre à comment s'en servir ou comment ça fonctionne, c'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est pas la même demande si on veut étudier avec le numérique, on a la demande scolaire ou universitaire, et puis si on veut accéder à des droits, on a la demande administrative. En fait, si la médiation est champ large, travaille plutôt sur le mode de la médiation culturelle, elle peut être très efficace, d'autant qu'elle s'adresse aussi à des gens qui vont être des aidants numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des bénévoles qui interviennent dans les familles, dans les territoires et qui soutiennent d'autres personnes plus vulnérables. Et la médiation numérique, c'est tout ça. Et à ce moment-là, c'est très efficace. Et alors vous me disiez, il y a un élan vendéen. Alors, oui, parce que j'ai été invité à faire cette conférence d'ouverture par un collectif avec qui j'ai travaillé plusieurs mois pour préparer l'événement. Là, on voit, je suis invité souvent au format numérique en commun. Là, on voit une affluence, on voit des collègues qui viennent un peu de tous les horizons. On a des médiateurs numériques, bien sûr, mais on a aussi les gens de l'éducation nationale, on a aussi les gens de la santé, on a aussi les gens du social, évidemment tout un tas d'associatifs. Et pour moi, c'est ce qui traduit une dynamique autour de la médiation numérique dans un territoire. Que dans un NEC, je vois plein de gens, mais pas les mêmes. Que ce soit plein de gens différents qui forment cette communauté de la médiation numérique, parce que en fait, c'est eux qui interviennent auprès des publics. Et c'est important de pouvoir les voir et puis de pouvoir communiquer avec eux, dialoguer avec eux. Voilà, ce NEC était donc organisé ici à la CCI de La Roche-sur-Yon. Mardi, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Organisée depuis 2008, l'objectif est de mettre en lumière ce handicap. L'autisme ou trouble du spectre autistique est un trouble chronique du neurodéveloppement qui apparaît dès l'enfance. Alors pour sensibiliser la population au quotidien des autistes, la CCI de la Vendée a organisé un spectacle. Ce dernier mettait en avant les difficultés auxquelles les personnes atteintes d'autisme sont confrontées dans leur vie de tous les jours. Un moyen d'interpeller le public pour que les choses évoluent. Reportage de Mathis Pires. J'ai vu aussi un moment... Maël et Jonathan sont tous les deux porteurs de TSA, des troubles du spectre de l'autisme qui chaque jour les dérangent. Je pense que c'est compliqué. On va mélanger un peu tout et directement quand on va voir une tâche et qu'on va en voir une autre, ça va nous angoisser. Le fait qu'il y ait des spots lumineux
très fort le fait qu'il y ait beaucoup de bruit. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'étais plus capable de prononcer de mots ou plus capable d'écouter quoi que ce soit, avec un besoin de me retrouver vraiment dans le noir complet, sans bruit. Prendre rendez-vous chez le médecin ou encore travailler en équipe, des situations peut-être banales pour beaucoup, mais qui pour eux sont inconfortables. Cette troupe de théâtre met en scène ces moments pour interpeller les spectateurs. Ta nouvelle collègue, bienvenue. On est là pour mettre en lumière en fait des stéréotypes et on est là aussi pour, comment je dirais, qu'il y ait un peu de piquant. Plus les scénettes sont piquantes, plus on a de réactions du public. Réaction du public. Il n'y a même pas de dialogue, c'est tout de suite, on rentre dedans. Alors, il faut que je regarde ce qu'elle a. Elle aurait dû remarquer tout de suite que le patient il était en stress et en panique. On s'y rend compte qu'il y a encore des schémas à faire. On doit les inclure dans notre société et c'est pas évident. La clé, ce serait vraiment d'acculturer les gens et de sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est que le handicap, quelles sont les différentes formes de handicap et quels sont les besoins des gens. Et si ces troubles sont encore mal connus, en France, on compte pas moins de 7500 naissances d'enfants atteints de troubles autistiques. C'est une première. Fontenay-le-Comte reçoit ce dimanche le concours départemental, un des meilleurs apprentis de France. 306 jeunes Vendéens sont inscrits dans 41 métiers différents. De la coiffure à la maçonnerie, en passant par la menuiserie, les métiers sont variés. Ce concours a été créé en 1985 à l'initiative de Paul Labourier, meilleur ouvrier de France. Et il a pour but d'assurer la transmission du savoir-faire et la promotion du travail manuel. Il y a ceux qui viennent exposer leur œuvre, je parle des métiers du bâtiment par exemple, les maçons, les carreleurs, les plâtriers, les métalliers, et d'autres métiers bien sûr viendront exposer leur œuvre le matin, sera jurifié le matin et exposé l'après-midi au public, et en plus nous aurons des métiers où les jeunes vont travailler devant le public. Ça sera le cas des esthéticiennes, des coiffeuses, des fleuristes. Nous avons aussi vente étalage, nous avons accompagnement service à la personne, électricien, électrotechnicien. Vous voyez, donc ça fait un panel assez intéressant de jeunes qui vont pouvoir montrer concrètement leur travail puisqu'ils vont réaliser le concours devant le public. Et à l'issue de ce concours départemental, les sélectionnés iront au concours régional à Cholet et les médaillés d'or seront qualifiés pour le concours national qui aura lieu, lui, à Lyon. On parle météo et on se demande où est passé le soleil en fin de semaine. Depuis le mois d'octobre, le temps est gris, pluvieux et nous avons enchaîné les tempêtes. Le manque de soleil joue sur le moral des Vendéens et ils sont impatients de retrouver les beaux jours. Mathis Pires est allé prendre la température à La Roche-sur-Yon et aux Herbiers. Les semaines s'enchaînent et le soleil continue de se cacher. Dans le centre de La Roche-sur-Yon, le beau temps se fait attendre. Ah oui, on s'attend à mieux, oui, surtout après l'automne et l'hiver qu'on a eu. Ouais, on espère du soleil, ouais. On attend avec impatience effectivement que le printemps apparaisse. C'est sûr qu'on a hâte que le soleil revienne. C'est pas très agréable d'avoir cette pluie tout le temps. Et pour éviter la déprime par le manque d'ensoleillement, chacun a sa technique. Moi, je prends des fruits et puis je garde le moral. Je vais à la gare en vélo, donc déjà ça me donne la pêche. Voilà, je fais beaucoup de sport, je profite de la nature. Des vitamines, une fois par mois, c'est pareil pour le manque de soleil. Plus loin, aux Herbiers, ce passionné de météo fait ses propres prévisions. Donc en fait, la feuille que j'ai ici, c'est les relevés de la station. Là, c'est vraiment déprimant parce que depuis le 18 octobre, c'est vraiment du gris, de la flotte. C'est depuis son bureau que Didier analyse tous les jours les dernières conditions climatiques. Je fais toujours la prévision que le matin. La prévision est plus fiable le matin que celle du soir. Et pour un retour du soleil, selon ces dernières informations, il faudra attendre jusqu'au 20 avril prochain. Vouvant Village des Peintres a dévoilé sa programmation pour cette saison 2024. 14 manifestations sont organisées, des expositions, des rencontres ou bien des salons. Ces animations vont prendre place dans le village jusqu'à la fin septembre. L'objectif de l'association est de promouvoir l'art contemporain et d'encourager les artistes à se faire connaître. Le coup d'envoi est donné ce week-end. Et pour la première fois, Vouvant Village des Peintres participe aux Journées européennes des métiers d'art. Pour cette nouvelle édition 2024, nous avons souhaité, ensemble avec le bureau et les membres du CA, remettre les fondamentaux de VVP, c'est-à-dire peintre chez l'habitant et peintre dans la rue. Mais nous invitons cette année la sculpture, puisque nous aurons un premier salon sur la sculpture au mois de septembre. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès lundi matin 7h dans la matinale. Passez un excellent week-end.